Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le 1er juin 2019, vous êtes sur RTI 1 et il est 13h. Laylatul Qadr, la nuit du destin, l'une des nuits de la fin du mois de Ramadan considérée comme bénie chez les musulmans, survient précisément la 27e nuit du mois du Ramadan. Cette année, elle a été célébrée dans la nuit d'hier à aujourd'hui, partout en Côte d'Ivoire. Vous verrez, nous irons à la mosquée du Golfe à Abidjan et dans les mosquées de Bouaké. Depuis quelques jours, la Côte d'Ivoire vit sa saison des pluies. Cette année, pour éviter qu'elle cause plus de dégâts, les autorités entreprennent de nombreux travaux pour l'évacuation des eaux pluviales. Dans ce journal, nous ferons un focus sur les dispositions de prévention des catastrophes. Ce sera dans une quinzaine de minutes. Pour la 15e semaine consécutive, les manifestants ont défilé dans plusieurs villes d'Algérie. À Alger, les rues du centre-ville étaient à nouveau noires de monde, ciblant le nouvel homme fort Ahmed Gaïd Salah. Ces manifestations hebdomadaires de contestation ont démarré, je le rappelle, le 22 février 2019. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, les musulmans ont célébré la nuit du destin, Laylatul Qadr, la seule nuit qui vaut plus que 1000 mois réunis. Le président Alassane Ouattara a été présent à la grande mosquée de la Riviera Golfe dans le cadre de cette grande nuit spirituelle. Une conférence a été prononcée à l'occasion sous le thème « Le rôle du Ramadan dans l'éducation spirituelle et morale de la société ». Conférence suivie pour vous par Abou Sanogo. Le président de la République, Alassane Ouattara, au méga cadre organisé par le Conseil supérieur des imams COSIM à la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody. Une nuit du cadre 2019-1440 Hégire, ou Laylatul Qadr, qui est une bénie qui symbolise la révélation du Coran au prophète de l'islam. Elle est meilleure à 1000 mois d'adoration. À la grande mosquée de la Riviera Golfe, la célébration de la nuit de la destinée a été marquée par une conférence pour thème le rôle du Ramadan dans l'éducation spirituelle et morale de la société, animée par l'imam El Hadj Adama Diabaté. Le jeûne du Ramadan nous donne une éducation saine. Je vous cite quelques éléments de cette éducation. La patience, la fréquentation des mosquées, la recherche de la connaissance, l'éducation à l'usage du licite, l'éducation à la sincérité, la vérité comme repère. L'imam Sekou Sila a, au nom du COSIM, lu une déclaration sur la situation sociopolitique du pays, appuyant cela par le représentant du cheikh Bouakari Fofana, qui a lancé un appel à l'endroit des acteurs politiques. Dans plusieurs localités et régions de notre pays, notamment Bouna, Zouaouien, Béoumi, etc., des Ivoiriens s'affrontent en des combats meurtriers qui sèment la désolation avec leur cortège de morts, de blessés et de déplacés. Le Conseil supérieur des imams, conformément à sa nature et à ses missions, appelle toutes les parties à la raison. Le Conseil supérieur des imams s'engage aujourd'hui comme hier avec détermination à apporter sa contribution généreuse et sans calcul chaque fois que les situations l'exigeront. Le pays a besoin de fraternité et de solidarité. Les besoins fondamentaux sont les mêmes pour tous et pour chacun. Les autorités ont le devoir d'assurer ces besoins au profit de tous, sans distinction de quelque nature que ce soit. Que les Ivoiriens soient tous sur le même pied d'égalité, en droit et en devoir. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a exprimé les remerciements et les salutations du chef de l'État Alassane Ouattara aux imams. Il s'est félicité de leur apport dans la préservation de l'environnement social. Le président de la République voudrait profiter de l'occasion qui lui est offerte ce soir pour vous encourager dans cette voie, afin que les Ivoiriens développent davantage l'esprit d'unité et de vivre ensemble qui lui sont chers et qui constituent un axe majeur de son action. Le président de la République souhaite que ce saint mois de Ramadan, opportunité de s'approprier davantage les nobles valeurs d'amour et de tolérance prônées par l'islam, religion de paix par excellence, nous permettent à tous
d'être de véritables apôtres de la réconciliation nationale dans notre pays. Selon le Coran, la nuit du destin ou Laylatul Qadr est la plus sainte nuit de l'année. C'est la nuit du 27e jour du Ramadan. Et au cours de cette nuit, le Saint-Coran a été révélé. Au cours de cette nuit, Dieu a décrété tout ce qui arrivera l'année suivante, d'où l'origine du nom, la nuit du destin. Une nuit pendant laquelle Dieu exauce les implorations de ses serviteurs. Et les musulmans de Bouaké ont prié et imploré Allah durant toute la nuit d'hier à aujourd'hui. Mosquée Yassine Bouaké, Air France. Imam Diabaté Ahmed a entretenu les fidèles sur le thème « Importance du dialogue dans les relations humaines ». Thème pour faire référence au prophète Mahomet qui a fait des relations humaines la pierre angulaire de sa vie prophétique sur terre. Concernant le mois du jeûne du Ramadan, le guide religieux a exhorté ses coreligionnaires à préserver les acquis du saint mois. À la mosquée Salam, l'imam Kone Yahya a rappelé les mérites de cette nuit qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration. Il a invité les musulmans à demeurer dans les pas du prophète de l'islam. Pour les serviteurs de Dieu, la nuit du destin permet aux fidèles de se rapprocher de leur Créateur tout en abandonnant tous les péchés antérieurs. Célébration de la nuit du destin ou Laylat al-Qadr à la mosquée Taha Bouaké France 2. Au cours de cette nuit, le prédicateur Sissé Al-Sen a rappelé aux fidèles musulmans que c'est durant cette nuit que le Coran a été révélé au prophète Mahomet. Cette nuit vaut à elle seule 1000 mois d'adoration et offre à celui qui procède à un sincère recueillement, au repentir et à l'invocation de recevoir le pardon de ses péchés. Selon le Coran, au cours de cette nuit, Allah exauce les implorations des croyants les plus pieux et les plus dévoués. Ainsi, les fidèles musulmans de la mosquée Taha ont tenu à commémorer, à l'instar de tous les musulmans du monde, la nuit du destin. Vadama Kourouma, imam principal de la mosquée du commerce, a rappelé qu'en prière, méditation du Saint-Coran, invocation et don, la nuit du destin est l'occasion pour les musulmans d'accomplir de nombreuses actions, principalement s'acquitter de son devoir canonique en versant la zakat fit avant la prière de l'Aïd. Dar es Salaam 3, mosquée Bafon, le conférencier a fustigé certains actes posés par des musulmans qui ne sont pas des prescriptions coraniques. Diara Mamadou a invité les musulmans à condamner tous les actes terroristes, des agissements qui jettent un discrédit sur l'islam, religion de paix et de tolérance, une religion qui prône l'amour du prochain. Et voilà ce que l'on peut dire à l'heure qu'il est sur la célébration de la nuit du destin. Avant la nuit, dans la journée d'hier, Daniel Kablan-Duncan, le vice-président de la République, a reçu en audience le vice-ministre ghanéen du pétrole et de l'énergie et sa délégation. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Le gouvernement du Ghana est tout à fait favorable au raccordement depuis le Ghana du gazoduc qui va conduire le gaz naturel du Nigeria vers la Côte d'Ivoire. En visite à Abidjan, le vice-ministre du pétrole et de l'énergie du Ghana s'est entretenu de la réalisation du projet avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, au palais présidentiel. Ce gazoduc, décidé en 1982 par la CEDEAO, transporte du gaz naturel depuis le Nigeria jusqu'au Ghana, en passant par le Bénin et le Togo. Reste à présent à l'étendre du Ghana vers la Côte d'Ivoire. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, nous sommes en train d'aller vers l'utilisation du gaz naturel pour la génération d'électricité. Ça va nous aider entre les deux pays. Nous avons déjà collaboré bien sûr dans le système de la transmission d'électricité. Nous voulons avoir cette infrastructure au cas où le Ghana peut-être n'aura pas assez d'électricité pour utiliser ceci. Et le cas où la Côte d'Ivoire aussi aura le problème, peut-être on peut utiliser. Donc c'est un projet que nous sommes en train de voir son développement entre les deux pays. La fourniture de gaz naturel grâce à ce gazoduc permettra à la Côte d'Ivoire de renforcer sa production d'électricité et devenir un hub sous-régional au plan de la production et la distribution de l'électricité.
Amadougon Koulibaly, lui, est depuis quelques jours en Arabie Saoudite dans le cadre de la 14e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. En marge des travaux, le Premier ministre a échangé hier avec Dr Bandar Al-Hadjar, le président de la Banque islamique de développement. Il a été question, bien entendu, du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution financière. On y va à la Mecque retrouver notre envoyé spécial, Mahama Traoré. Mai 2016, la Banque islamique de développement BID prenait l'engagement de contribuer au financement du PND, Plan national de développement 2016-2020. Joignant l'acte à la parole, l'institution financière soutient la réalisation de plusieurs projets structurants, tels l'aménagement de la baie de Cocody, la construction de l'université de Bondoukou et le développement du système de formation professionnelle. 3 ans plus tard, l'ensemble des interventions de la BID en Côte d'Ivoire s'élève à plus de 588 milliards de francs CFA. L'institution est même prête à aller plus loin. La relation entre la Banque islamique de développement et la Côte d'Ivoire sont excellentes et cette réunion nous a permis de jeter les jalons de coopération pour la renforcer. La Banque islamique de développement réitère son engagement pour le soutien socio-économique et le développement de la Côte d'Ivoire. Et en particulier dans le secteur social tel que l'éducation et la santé et la création de l'emploi pour les garçons et pour les filles. En tout, 18 projets en cours d'exécution sont au cœur de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la BID. Ces projets ont été passés en revue lors de la rencontre entre le Premier ministre ivoirien Amadougon Koulibaly et le président de la BID. Les deux parties se sont engagées à améliorer le taux de décaissement, actuellement de 16%. Je suis heureux d'annoncer que la BID détachera un expert à Abidjan, aux côtés du ministère du Plan, pour aider à accélérer toutes les procédures pour que les décaissements des projets BID s'améliorent. Nous avons évoqué des projets importants pour le pays, l'université de Bondoukou, et ils nous ont dit que de manière diligente, ils feront le nécessaire pour que les travaux puissent commencer rapidement. Nous avons soumis également la question de l'université d'Odiéné, et on espère qu'au cours de l'année prochaine, la première pierre de ce projet sera également posée. Et nous avons surtout remercié également la BID pour le financement important de la baie de Cocody, puisque c'est la BID qui finance le pont à Auban, c'est la BID qui finance les échangeurs de l'Indénié, c'est la BID qui finance la coulée verte et le barrage écriteur. Donc c'est important, c'est des financements d'environ 280 millions de dollars US au niveau de la Banque islamique de développement. Donc c'est un entretien très positif qui s'est déroulé de manière conviviale. Et je voudrais à nouveau saisir l'opportunité pour remercier le président de la BID au nom du chef de l'État. Créée en 1973, la Banque islamique de développement est au service des États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI. La Côte d'Ivoire a adhéré à la BID en 2002. C'était un reportage de Mahama Traoré, notre envoyé spécial à la Mecque. Moussa Sanogo a effectué hier une visite à la direction générale du portefeuille de l'État. La visite était inopinée et elle a permis au secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État de se rendre compte des conditions de travail des agents. Jean-Luc Bangbo l'a suivi pour vous. Il ne s'attendait pas à le recevoir ce vendredi matin dans leurs locaux. Les agents de la direction générale du portefeuille de l'État ont bien eu droit ce lendemain de l'Ascension, jour férié et veille de week-end, à une visite surprise du secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. Une visite pour apprécier les conditions de travail, mais surtout pour s'assurer de la bonne présence de ces agents à leur poste. Aujourd'hui, c'est un vendredi, on sort d'un férié, ils auraient pu faire le pont. Mais non, vous voyez que le taux de présence était assez important. Ça aussi, c'est le signe quand même d'une nation où les gens sont au travail, préoccupés par le fait de faire avancer le pays et pour lui permettre de poursuivre sa marche vers l'émergence. Moussa Sanogo a pu s'enquérir de la qualité des différents outils mis en place pour améliorer le suivi des entreprises avec participation de l'État. La situation des entreprises continue de s'améliorer. C'est une amélioration progressive, déjà depuis quelques temps, qui se renforce. Mais pour nous, le plus important, c'est que compte tenu de notre potentiel, que nous puissions aller plus loin, que nous puissions engranger davantage de ressources pour desserrer les contraintes financières de l'État et puis permettre à l'État de financer davantage le développement du pays, en particulier les questions sociales pour lesquelles le gouvernement a mis en place un plan particulier.
La Direction générale du portefeuille de l'État a reçu pour mission de suivre, entre autres, toutes les opérations relatives à la gestion des sociétés d'État et de faire d'elles l'un des principaux piliers de l'économie ivoirienne. L'épidémie de la dengue a refait surface en Côte d'Ivoire après les cas identifiés et circonscrits en 2017. Depuis le début de l'année 2019 jusqu'au début du mois de mai, 78 cas de dengue ont été confirmés, dont 2 décès survenus. Le premier responsable de l'Institut national d'hygiène publique nous a rejoint en plateau, professeur Beignet Bivro Joseph. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est vous qu'on remercie pour l'occasion que vous nous donnez de parler de la dengue encore une fois. Bien sûr. Et je le dis au nom de monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Akawele, qui m'a demandé de venir faire cette intervention. Merci encore d'être venu. Alors, c'est quoi l'état des lieux? Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin 2019. Combien de cas déclarés en Côte d'Ivoire? À ce jour, au 31 mai 2019, nous en sommes à 130 cas confirmés. 130 cas confirmés, dont 76 à Cocody. Nombre de décès? Nombre de décès, 2 décès, depuis toujours 2 décès. Et les 76 cas à Cocody constituent à peu près 58% des cas. Donc c'est encore Cocody. Qu'est-ce qui explique cela justement, Cocody? Mais pourquoi? Cocody, pour 2 raisons. D'abord parce que Cocody, il y a un environnement qui est favorable à la prolifération des moustiques. Ah oui. Donc les gîtes larvaires, ils sont en permanence. Vous trouvez à Cocody, dans les maisons, les pots de fleurs dont on ne vide pas l'eau régulièrement. Vous trouvez des pneus, vous trouvez des jouets des enfants qui sont abandonnés et qui recueillent l'eau. Vous y trouvez également des canaries et bien d'autres ouvrages sanitaires qui sont souvent abandonnés. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, Cocody, parce qu'on ne nous permet pas de facilement rentrer dans les maisons sous le prétexte de la sécurité. Donc, les maisons sont difficilement accessibles. Et voilà les 2 raisons qui expliquent. Et puis, peut-être la 3e raison, c'est que le message que nous donnons, peut-être que Cocody, les habitants de Cocody pensent qu'ils ne sont pas touchés par ces messages. Pourtant, c'est important. Et je dois dire que ce n'est pas une affaire d'assainissement seulement, le problème de la dengue. Où sont logés les autres cas, à part Cocody? Les autres cas, on les retrouve aussi à Yopougon, à Abobo. Abobo, c'est la 2e commune où il y a le plus de cas. Oui, on y trouve 28 cas, ce qui fait à peu près 28%. Et également, les autres communes, on trouve 1 ou 2 cas dans les différentes communes. Et l'intérieur du pays n'est pas concerné? L'intérieur du pays est concerné. On a parlé de Mans. Il y a un cas à Mans. Il y a un cas à Mans qui a été signalé. Alors, quelle est la riposte qui est envisagée par l'INHP? Alors, la riposte, c'est d'abord la sensibilisation. Nous avons commencé cette sensibilisation. Et la sensibilisation vise à ce que chacun s'approprie cette lutte. Et je pense que jusqu'ici, c'est le message qui n'est pas passé. C'est pourquoi nous sommes obligés de revenir encore, marteler à nouveau, pour que chacun, dans son environnement, élimine les gîtes larvaires qui sont des lieux de reproduction de moustiques. C'est-à-dire tous ces gîtes que je venais de citer tout à l'heure, qu'on puisse les éliminer. Ça, c'est déjà ça. Ensuite, la 2e partie, c'est le travail de la fumigation que nous allons commencer cet après-midi. La démoustication. Voilà, la démoustication avec la fumée. Je sais que la population aime ça, c'est impressionnant, mais au préalable, il faut pouvoir éliminer les gîtes. Parce que ces gîtes-là, ce sont les bébés moustiques. Bien sûr. Et il faut les enlever avant de pouvoir tuer les moustiques adultes. Parce que si on ne tue pas les bébés moustiques, évidemment, 2-3 jours après le passage de la fumigation, les bébés qui étaient dans l'eau deviendront adultes. Deviendront adultes et ils vont venir encore nous piquer dans nos maisons et nous donner la dengue éventuellement. Et outre cette campagne, professeur, et c'est ma dernière question, qu'est-ce qui est prévu d'autre? Les précautions, par exemple, à prendre? Oui, les précautions, mais je voulais dire que la lutte contre la dengue nous permet de lutter contre d'autres maladies qui sont redoutables. Ça, c'est important. La première maladie, c'est la dengue, on l'a dit, mais il y a également la fièvre jaune. Il y a également la maladie à virus Zika, il y a chikungunya et bien entendu le paludisme. Le paludisme. Donc, en le faisant, d'une pierre, je dirais, on ferait plusieurs coups. Alors, maintenant, quels sont les messages à la population? Lors du passage des agents pour la fumigation, ouvrez grandement les fenêtres.
il faut réserver un accueil vraiment favorable aux agents de l'INHP. Et puis, il faut surtout soi-même s'approprier et pouvoir continuer la lutte après notre passage. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Parce que c'est un acte citoyen, je le dis, bien sûr, et chacun doit le faire dans son contexte. Mais nous comptons aussi sur les mairies. Et nous voulons vraiment que les mairies vraiment adhèrent à cette lutte pour pouvoir nous mettre à disposition des gens que nous allons former pour la reconnaissance des gîtes. Et puis, ces agents-là vont rentrer dans les maisons. Puis, s'ils sont de la communauté, ils sont connus. Je pense que le problème de sécurité ne va pas trop se poser. Et puis, enfin, c'est dans un cadre multisectoriel. On va travailler, on continue de travailler avec le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement, le ministère de l'Information, bien entendu, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Ville aussi, qui est important. Le ministère de l'Information, il faut dire plutôt le ministère de la Communication. Le ministère de la Communication, autant pour moi. Je le rappelle, la prise en charge est symptomatique. En effet, il existe un vaccin contre la dengue, mais la Côte d'Ivoire n'en dispose pas pour le moment. Merci, professeur, d'être venu. Vous êtes le directeur général de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. La saison des pluies est favorable à... Oui, bien sûr, la saison des pluies est favorable et notre passage n'est pas fortuit. Justement, c'est le moment de pouvoir redoubler d'efforts pour éviter qu'on ait encore d'autres gîtes larvaires pour être à l'origine d'un autre problème éventuellement auquel on serait confronté. Merci, professeur. Merci beaucoup. Nous sommes en pleine saison des pluies. Si la période est favorable aux moustiques tigres, elle est surtout difficile pour une partie des populations eu égard aux inondations et autres éboulements. Mais cette année, pour éviter les dégâts, pour les amoindrir en tout cas, les autorités prennent leur bâton de pèlerin. Des ouvrages pour l'évacuation des eaux pluviales sont en cours de réalisation. Des caniveaux sont construits et nombreux autres curés. La sensibilisation, elle, se poursuit également pour la libération totale des sites inondables et des zones à risque. Saison des pluies en Côte d'Ivoire, les dispositions de prévention des catastrophes. C'est un grand reportage signé Christelle Bédéja et Grace Kando. Parc météorologique de la Sodexam, société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Ici sont regroupés les instruments qui permettent de mesurer le temps et le climat en cette saison des pluies. Les prévisions indiquent des déficits pluviométriques de 7 à 32% par rapport à l'an dernier pour les 3 prochains mois. Il y a une période normale de pluie qui va pour juin, juillet-août pour la partie nord et la partie sud du pays. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des fortes pluies par endroits sur certaines zones de la Côte d'Ivoire et particulièrement aussi à Abidjan. Dans toutes les communes d'Abidjan, les populations s'inquiètent au regard des effets causés par la forte pluie du lundi 27 mai dernier. Ici, à la rue Ministre de la Riviera Palmeraie, commune de Cocody, c'est déjà la psychose. La rue Ministre, quand il pleut, l'eau déborde. Peut-être l'eau peut faire, je vais dire, au moins 1,50 m de profondeur. 1 mètre de profondeur, parce que tu ne sais pas où se trouve le caniveau quand il pleut. On n'arrive pas à circuler. Ceux même qui habitent là n'arrivent pas à sortir de leur maison pour aller au travail. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école et puis ça fait s'écrouler certains immeubles et tout ça. Ça peut emporter des personnes. Des inquiétudes qui trouveront certainement réponse. L'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD est à pied d'œuvre en prévention d'éventuelles catastrophes. Des travaux de curage de caniveaux et de drainage des eaux sont en cours d'exécution. Les dispositions qu'on prend pour gérer les pluies, c'est qu'avant la saison des pluies, tous ces orages qui sont conçus pour juguler les eaux de pluie, on fait ce qu'on appelle le curage. Parce qu'ils doivent fonctionner de façon optimale et pour qu'ils fonctionnent de façon optimale, il faut qu'ils soient débarrassés de tous les déchets qu'ils contiennent. Les initiatives se multiplient pour éviter des drames ou des catastrophes. Le préfet d'Abidjan entreprend une campagne de sensibilisation pour rappeler aux populations vivant dans les zones à risque les dangers que peuvent provoquer les pluies qui vont s'abattre sur la capitale économique. Ici, à Boribana, dans la commune d'Atekoubé, il échange avec les populations. La pluie qui va venir là, il ne faut pas que ça tue quelqu'un. Voilà, quand vous avez une jolie mosquée là, quand ça va chauffer, si on dit quitter parce qu'il y a la pluie là, quitter. Un moment d'information et de sensibilisation qui sonne comme une alerte. On sait que des inondations par le passé ont causé des morts ici, à cause de la nature du sol, à cause de la proximité de l'eau,
à cause des conditions d'urbanisation et des conditions hygiéniques. Et deuxièmement, parce que ces personnes, en raison de l'avancée du pont que vous voyez, pour beaucoup d'entre elles, à 90% pour cette zone, sont déjà indemnisées et doivent partir. Ce que nous demandons ici aux populations, c'est que s'il y a des alertes météo, s'il y a des messages de la mairie, de l'ONPC, de la police, de la gendarmerie, il faut qu'elles suivent ces messages. Le combat des autorités administratives trouve son prolongement dans les communes pour le même objectif. La libération des zones inondables, le déguerpissement des sites à risque et l'exhortation des populations vivant sur les flancs de collines. Ici, nous avons une quinzaine de zones à risque, dont Boribana fait partie. Donc, on travaille en collaboration avec les chefs de quartier, avec les présidents de CGQ, avec les leaders d'opinion, tout ce monde-là, comité de gestion des quartiers. C'est l'émanation de la mairie. Voilà, c'est un élément de la mairie. Donc, avec tout ce monde-là ensemble, nous travaillons sur le terrain pour permettre à nos parents qui sont dans les zones à risque à libérer ces zones-là, pour ne pas qu'il y ait des dégâts encore comme les années passées. Là, vous êtes sur le site de 9 kg. Ils ont commencé à dégager. Il y a un bassin de rétention qui doit se faire. Il y a un autre site derrière le camp d'Akwedo. Ils sont à près de 80% avec l'ONAD et ils sont très bien avancés. Vous avez le site aussi de Bonoumen qui n'est pas loin. Ils sont aussi à près de 80% des travaux. Et je demande à tout un chacun de tenir compte de ça et tous les administrés de Cocody. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des gens qui construisent aussi, d'abord, un, sur les caniveaux, deux, sur les bouches des incendies. S'il vous plaît, de grâce, nous avons débouché plusieurs caniveaux. Nous sommes en train de faire le curage de beaucoup de caniveaux dans tout le Cocody. Mais de grâce, ne rejetez pas les ordures dedans, parce que c'est ce qui va créer les inondations. Des actions auxquelles se joint l'Office national de la protection civile, ONPC. Le message principal qu'on lance aux gens, c'est de faire en sorte que quand on leur dit ce lieu est dangereux, parce qu'il va pleuvoir, le coin sera inondé, il faut qu'ils quittent. La sensibilisation s'étend sur l'ensemble du territoire. Selon la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, les pertes et dommages causés par les inondations de juin 2018 à Abidjan sont estimés à près de 18 milliards de francs CFA et la réparation des préjudices à environ 200 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, aucune disposition au niveau des sociétés d'assurance ne prend en compte ce type de catastrophe naturelle. Il n'y a aucun mécanisme, que ce soit du côté des assureurs seuls ou bien un mécanisme entre l'État et les assureurs qui permet ces gens l'indemnisation. Mais je crois que les études ou bien les réflexions aujourd'hui sont en cours tant au niveau de la profession de l'ASACI et que tant au niveau de la direction des assurances pour mettre en place un mécanisme qui va nous permettre de venir en aide aux sinistrés des catastrophes naturelles comme les inondations que nous connaissons. La saison des pluies 2019 a déjà enregistré de fortes quantités de pluie qui ont causé des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. C'est pourquoi l'Office national de la protection civile invite les populations à libérer les emprises d'eau et éviter les constructions sur les sites à risque. Et il faut ajouter à cela, grâce Kando, l'opération Grand Ménage qui suit son cours pour le 28e mois consécutif. Le lancement de l'édition du mois de juin a eu lieu ce matin au quartier Djibi dans la commune de Cocody. La propreté de ma cité, c'est mon affaire. C'est sous ce thème que les habitants de Djibi ont balayé, désherbé, nettoyé les rues et curé les caniveaux. Nos reporters se sont ensuite rendus au quartier Sopim, au plateau d'Okuy, où des actions de salubrité ont également été menées. L'opération Grand Ménage, je le rappelle, a été lancée par le gouvernement en 2017 pour redonner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Depuis le 22 mai 2019, les chevillards, membres du collectif des bouchers de Côte d'Ivoire, observent une grève suite à l'application des conditions d'exploitation du nouvel abattoir moderne de Port-Boué. Cette grève a entraîné une pénurie de viande sur les marchés du district autonome d'Abidjan, suivie d'une flambée des prix. En vue de trouver des solutions immédiates et à moyen terme à cette situation, une rencontre s'est tenue à la primature hier vendredi 31 mai sous la présidence du directeur de cabinet du Premier ministre. Au terme de cette rencontre, il a été décidé ce qui suit. La suspension temporaire de l'application des nouveaux tarifs d'abattage, y compris les taxes d'abattage de l'inspection sanitaire pour une période transitoire d'1 mois
à compter du 1er juin 2019. 2. Pendant cette période transitoire, un groupe de travail est mis en place en vue de proposer au Premier ministre un nouveau tarif d'abattage consensuel. Et 3, ce groupe de travail comprend les représentants du gouvernement du district autonome d'Abidjan, les acteurs de la filière viande dont les chevillards et l'opérateur d'exploitation de l'abattoir moderne de Port-Boué. Pour la 15e semaine consécutive, les manifestants ont défilé en force dans plusieurs villes d'Algérie. Vous le voyez en images, intimidés par les nombreuses arrestations. À Alger, les rues du centre-ville étaient à nouveau noires de monde. L'imposant cortège s'étirait dans plusieurs rues autour de la Grande Poste, point de ralliement des manifestations hebdomadaires depuis le premier vendredi de contestation, le 22 février 2019. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, dimanche, à 13h. Bonne journée sur la chaîne.